Nous sommes le 21 juillet 1928. En route pour Carcassonne, dans le sud de la France, le président de la République, Gaston Doumergue, tout heureux de retrouver le Languedoc qu'il a vu naître, regarde défiler à travers les vitres du train les paysages de son enfance. Conduit jusqu'au pied des remparts de la célèbre cité fortifiée, Doumergue descend de sa Renault 40 chevaux cabriolet face à un parterre de journalistes agrippés à leurs caméras à trépied et Kodak à souffler. Voilà 7 jours déjà que la cité est en fête pour la célébration de son bimillénaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour ses 2000 ans d'existence, la plus grande forteresse médiévale d'Europe n'a pas fait les choses à moitié. Cette journée témoigne à elle seule de l'amour que porte tout un peuple à cette cité mythique. Les premières traces de vie dans la région de Carcassonne remontent au tout début de l'âge de fer. Au VIe siècle avant notre ère, un village voit le jour sur les hauteurs de cet éperon rocheux qui culmine à 150 mètres au-dessus des méandres de l'Aude et offre une vue imprenable sur sa vallée. Dès son origine, ce petit bourg se situe au carrefour des mondes. Pris en étau entre les Pyrénées et le Massif central, il est un point de passage obligé dans le maigre couloir naturel qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Ainsi, nombreux sont les voyageurs qui à chaque saison y font étape. Beaucoup de ces commerçants itinérants achètent aux paysans locaux leur excédent de blé, d'orge ou d'avoine contre des produits manufacturés, des poteries, des amphores, modelées, cuites et peintes par de lointaines mains étrusques, grecques ou carthaginoises. Au cours de l'année 122 avant Jésus-Christ, ces paysans de la vallée de l'Aude sont témoins de l'apparition de voyageurs d'allure nouvelle, fraîchement débarqués sur la côte méditerranéenne. Et à en croire les travaux qu'ils entreprennent et les routes qu'ils construisent, ils sont là pour rester. Il faudra donc s'habituer à ces étrangers qui sont les tout premiers citoyens de Rome à pénétrer le sud de la Gaule dans le but de s'y implanter. Une poignée de siècles s'écoule avec lenteur. Le village Haut Perché d'autrefois est devenu une ville gallo-romaine du nom de Carcasso. Elle abrite une classe relativement aisée de négociants gallo-romains qui s'enrichit grâce au commerce du vin, mais aussi de l'or et du marbre présents dans la région. Et elle jouit, comme le reste de l'empire de la Pax Romana, cette paix si longue qu'on pourrait la croire éternelle. Mais au IIIe siècle de notre ère, menacé à ses frontières par des peuples barbares, l'empire vacille. Carcasso se dote d'une immense enceinte fortifiée, devenant pour la toute première fois un castellum, un château. Mais ces précautions défensives n'empêchent pas les Visigoths de prendre la cité en 460, ni les Omeyyades, venus 2 siècles plus tard de l'Espagne islamisée et qui restent 30 années derrière ces hauts murs avant d'en être chassés par Pépin le Bref, premier des rois carolingiens. À la fin du XIe siècle, dans une Europe féodale morcelée, celle que l'on nomme désormais Carcassona passe sous le giron de la puissante famille des Trencavel. Une nouvelle ville sort de terre. Par-delà les vieilles murailles gallo-romaines, les habitants des bourgs voisins voient s'élever dans le ciel la cathédrale Saint-Nazaire et l'élégante silhouette d'un tout nouveau palais seigneurial destiné au vicomte et à sa famille. Un nouveau siècle passe et en mai 1194, une grande fête se prépare en l'honneur du seigneur de Montpellier et de sa fille, invité par le clan Trencavel à sceller l'alliance entre leurs 2 maisons. Le vicomte et la vicomtesse ont préalablement demandé à leur fils de 9 ans, Raymond Roger Trencavel, de se comporter en gentilhomme avec la jeune Agnès de Montpellier, appelée un jour à devenir sa femme. Les voilà qui approchent en ce jour de mars 1209. Inquiet, Raymond Roger Trencavel, âgé de 24 ans, fait les 100 pas dans le palais dont il a hérité de ses parents. Les nouvelles de Rome viennent de tomber et elles sont catastrophiques. Voilà quelque temps déjà que le vicomte était dans le viseur des autorités papales à cause de sa sympathie pour les cathares, ces chrétiens dissidents également surnommés albigeois, qui accueillent à sa cour malgré leur refus de suivre les dogmes de l'Église catholique. Ces hommes et ces femmes issus de la petite noblesse locale aspirent à vivre leur foi autrement. Mais le pape Innocent III, lui, ne l'entend pas de cette oreille et vient d'en appeler à la croisade contre cette hérésie, propulsant le Languedoc, Carcassonne et tous ses habitants dans l'œil d'un terrible cyclone. Nous sommes au soir du 28 juillet 1209, à l'heure des vêpres. Un éclaireur du vicomte Trencavel arrive au grand galop jusqu'aux portes de Carcassonne, puis se fraye un chemin parmi la foule venue s'y réfugier. Le cavalier,
forcé de ralentir, s'impatiente. Il cherche à prévenir son seigneur de l'arrivée imminente de 20 000 hommes en armes. L'information est déjà connue des nombreux paysans apeurés qui l'entourent. Les témoignages des rares survivants du massacre de Béziers, 6 jours plus tôt, sont remontés jusqu'à eux. Ivres de sang, les soi-disant chevaliers du Christ, des barons venus d'Île-de-France en réalité pour la plupart, sont entrés dans la ville au cri de « Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens !» Et ce sont ces mêmes tueurs qui se dirigent à présent vers Carcassonne pour en découdre. Le siège commence le 1er août. Le 15 août, cherchant à négocier, Raymond Roger Trencavel quitte sa forteresse pour se rendre dans le camp de ses adversaires. Au mépris des règles de la chevalerie, il est fait prisonnier. Celui qui n'a plus devant lui que quelques semaines de vie parvient toutefois à obtenir que ses sujets soient épargnés. Dans la foulée, la ville tombe aux mains des croisés. Les habitants sont poussés hors des murs, forcés de laisser tous leurs biens. Les soldats déshabillent de force certains nobles et bourgeois avant de jeter ces hommes et ces femmes entièrement nus, humiliés, sur les routes du pays. Simon de Montfort, l'un des barons de la croisade qui en Occitanie ne fait que commencer, se rend maître de la cité. L'Inquisition pontificale, un tribunal d'exception chargé d'éradiquer le catharisme, s'installe à Carcassonne. Les habitants de la cité, du moins ceux qui ont eu le droit de revenir après un long exil forcé, n'ont d'autre choix que de s'habituer aux silhouettes des pendus balancés par le vent, à l'odeur âcre des bûchers, aux cris des suppliciés que l'on questionne en haut des tours, au sinistre croassement des charognards et aux oraisons de prêtres encapuchonnés de noir, priant pour que soit maudite une soi-disant pécheresse emmurée vivante au creux d'un parapet. En 1226, après 17 années de cauchemar, Carcassonne est rattachée au domaine royal français. Sous les règnes successifs de Louis IX, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, la place forte adopte peu à peu sa physionomie actuelle. Une immense enceinte de 1600 mètres de hauteur sort de terre. Quant au vieux rempart historique, une fois surélevé, il atteint désormais des sommets vertigineux. Grâce à cette double rangée de murailles, Carcassonne se mue en une imprenable citadelle. Jugez par vous-même de la redoutable efficacité du bâtiment défensif. Voici, à peu de choses près, le sort qui attend l'armée d'un chef de guerre suffisamment fou pour l'attaquer. Après avoir enfoncé la première porte à l'aide d'un bélier, ces hommes doivent ensuite avancer dans un long couloir obstrué, au-dessus duquel, depuis des trappes surnommées assommoirs, seront jetés d'immenses blocs de pierre. Après quoi, les survivants, s'il y a des survivants, se retrouvent face à une petite porte, mais avec si peu de recul qu'il est presque impossible de l'enfoncer. Imaginons qu'il y parvienne. Il s'engouffre alors dans ce qui n'est ni plus ni moins qu'une immense souricière. Pris au piège dans la cuvette d'une vaste cour pavée, sous une pluie de projectiles tirés depuis le chemin de ronde, le temps est venu pour eux de faire leurs ultimes prières. Couchés au sol, le corps transpercé de carreaux d'arbalète, les assaillants ont pour dernière vision la porte narbonnaise, monumental verrou de la forteresse, aux tours si hautes qu'elle laisse entrevoir aux mourants à quel point leur tentative était désespérée. Désormais, Carcassonne est réputée invincible et d'ailleurs, elle ne sera plus jamais prise. En novembre 1355, lors de la guerre de Cent Ans, le prince Noir, fils du roi d'Angleterre et puissant stratège, n'envisage pas un seul instant de s'y frotter. Aussi évite-t-il soigneusement la place forte et se contente de faire incendier la ville basse sur la rive gauche de l'Aude avant de s'en retourner à Bordeaux. Mais le bourg est vite reconstruit, devenant peu à peu le nouveau cœur battant de cette ville à deux visages. L'élevage intensif de moutons dans les montagnes voisines et la qualité de l'eau du fleuve pour nettoyer la laine participent au développement de l'économie drapière. Bientôt, les étoffes de Carcassonne, réputées pour leur finesse, sont plus connues en France que l'illustre forteresse. La ville basse et ses tisserands est en pleine ascension, quand la ville haute, de son côté, se vide de ses habitants, uniquement peuplée d'une garnison de militaires armés jusqu'aux dents, attendant un combat qui n'aura jamais lieu. Rappelant quelque peu le sort des héros inutiles de Julien Gracq ou de Dino Buzzati dans Le Rivage des Syrtes ou Le Désert des Tartares. De saison en saison, les défenseurs de Carcassonne, pétris d'ennui, surveillent au loin l'ennemi qui ne vient pas, qui ne viendra jamais, laissant à ces hautes murailles tout le temps nécessaire pour une lente et inévitable décrépitude. Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, les deux rives de l'Aude sont à l'image même d'une France déchirée,
Le bourg de la Ville-Basse soutient la Réforme, tandis que la cité fortifiée défend la Ligue catholique. Pendant 30 ans, les armées huguenotes tentent sans succès des incursions dans la forteresse, tandis que de l'autre côté du fleuve, depuis leur haut rempart, les hommes de la garnison tirent au canon sur les toits des faubourgs. Cette guerre immobile et larvée prend fin à l'aube du XVIIe siècle, après quoi le déclin de la citadelle de Carcassonne s'accentue. En 1659, le traité des Pyrénées, qui accompagne le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, se traduit par l'annexion du Roussillon. Le Languedoc, désormais en retrait dans le territoire du royaume, perd sa position de frontière stratégique. Carcassonne, autrefois surnommée le rempart du royaume du côté de l'Espagne, se mue en une coquille vide aux allures de ville morte. Et le temps s'écoule. Dans la première moitié du XIXe siècle, la pauvreté frappe la ville basse. En cause, l'invention à Lyon du métier à tisser, venu concurrencer les anciens artisans du textile. Certaines familles de tisserands ruinées se séparent de leur maison bourgeoise de la ville basse et viennent s'installer dans les lices, au pied des remparts, au sein de chaumières de fortune construites avec des parties effondrées de l'édifice. Ailleurs, des entrepreneurs locaux décèlent les pierres une à une au pied de biches, pillant et défigurant la forteresse dont la silhouette autrefois crénelée prend peu à peu l'allure d'une ruine. Pour découvrir comment les remparts de Carcassonne ont été préservés, je vous donne rendez-vous dans le podcast d'Au cœur de l'histoire. Tous les liens sont en description.